jeu-là parce Puis qu'on il est n'est là, pas naïf. d'ailleurs. On n'est pas naïf. On n'est pas naïf. Il est là. M. Legault, M. Dubé, Dr Arruda sont là. On les écoute et on vient tout de suite après, mesdames et messieurs. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bon, d'abord, comme vous le voyez, on est rendu dans une troisième vague. Juste pour situer le contexte, ce que ça veut dire, c'est qu'on a eu une première vague où on a dû confiner. On a eu la fin de la première vague où on a déconfiné. Ensuite, on a eu l'été. Ensuite, on a eu une deuxième vague où on a dû confiner. Puis, dernièrement, la fin de la deuxième vague. Et là, on n'avait même pas eu le temps de complètement déconfiner, qu'est arrivée la troisième vague. Donc, tout ça pour vous dire que je comprends les Québécois qui disent ça fait beaucoup de changements annoncés depuis un an et on peut avoir l'air, effectivement, de changer. Mais la situation change, puis je veux juste vous dire, c'est peut-être une mince consolation, c'est qu'on est à peu près comme partout ailleurs dans le monde. Donc, à peu près partout dans le monde, il y a eu 3 vagues. Il y en a même qui disent qu'il y en a une 4e ou une 5e, mais nous, on a eu 3 vagues. Et donc, on est dans une situation où le Québec n'est pas sur une autre planète. Donc, on n'a pas le choix que de confiner, déconfiner, confiner, déconfiner. L'idée, c'est d'essayer de trouver un équilibre. Puis évidemment, quand on confine, c'est pour protéger la santé physique des citoyens. Puis quand on déconfine, c'est beaucoup pour aider la santé mentale des citoyens. Donc, c'est un équilibre qui est fragile. Bon, je vais faire une petite mise au point de dire quel est le rôle de la santé publique. C'est important de préciser, la santé publique nous fait continuellement des recommandations, mais c'est important de le dire, en bout de ligne, c'est nous, c'est moi là, qui va décider. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je m'assume, là, si quelqu'un n'est pas content au Québec, il y a une personne à blâmer, c'est moi. OK? Donc, ça, je veux être très clair. Puis écoutez, c'est pas simple, parce que on le voit actuellement, il y en a qui trouvent qu'il y a trop de restrictions, puis d'autres qui trouvent qu'il n'y a pas assez de restrictions. Donc, quand même que je voudrais plaire à tout le monde, c'est impossible. Puis ça, ça vient un peu avec la job quand on est en politique. Et puis comme le disait Bernard Landry, si tu veux te faire aimer, fais pas de politique, achète-toi un chien. Tu sais, donc, ça fait partie de la job, là, puis moi, je l'accepte, puis j'ai choisi d'être en politique, mais c'est important de le dire, là, moi, je m'assume, je me suis toujours assumé dans ma vie, donc, oui, j'ai des recommandations de la santé publique, mais c'est moi, avec Christian, avec notre équipe, qui décide qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on annonce. Donc, ça, je pense que c'est important de le dire. Ceci étant dit, on l'a vu hier, forte augmentation du nombre de cas. Avant hier, on avait 1270 nouveaux cas. Hier, on a eu plus que 1600. Puis aujourd'hui, on se dirige encore vers ce chiffre-là. Donc, ça veut dire qu'il y a une forte augmentation. Puis là, il faut regarder où est cette augmentation-là. Il y a 3 régions, toujours les mêmes 3 régions qui nous inquiètent. La capitale nationale, Chaudière-Appalaches, puis l'Outaouais. Honnêtement, là, dans ces régions-là, puis surtout dans les villes là, de Québec, Lévis, en Beauce et à Gatineau, on peut presque dire là, que sur notre rue ou dans notre quartier, là, il y a quelqu'un qui a la COVID. C'est vraiment, quand on dit communautaire, là, c'est partout, puis c'est des gens de tous les âges. Donc, c'est inquiétant, la situation dans ces 3 régions. Malgré les mesures qu'on a annoncées la semaine dernière, la situation reste difficile. Le nombre de cas reste très élevé. Donc, malheureusement, je vous annonce qu'on va prolonger les mesures d'urgence à ces 4 endroits-là. Ça veut dire Québec, Lévis, en Beauce et à Gatineau pour une semaine de plus. Ça veut dire
que ça nous mène au dimanche 18 avril inclus. En gros, les mesures, c'est couvre-feu à 8 heures, fermeture des commerces non essentiels, puis fermeture des écoles, de toutes les écoles, pour une semaine de plus. Vous le savez, c'est vraiment pas notre premier choix, mais la situation est grave dans ces endroits-là. Bon, maintenant, parlons de Montréal et Laval. Bon. On sait, Montréal et Laval, ce sont des régions qui sont très denses et on aurait pu s'attendre à ce que ça explose le nombre de cas à Montréal et à Laval. C'est sûr que ça reste des régions qui ont un taux de contagion élevé, mais on ne voit pas une forte progression pour l'instant. Mais on se dit, là, puis on en discute avec les docteurs, les experts de la santé publique, puis de l'INSPQ, puis l'INES, et puis tout le monde, c'est à peu près unanime, disent ça va arriver à Montréal et à Laval. Donc, c'est quoi le pourcentage de chance? C'est difficile à évaluer, mais c'est possible, puis c'est même, je dirais, probable que ça va arriver. Donc, même si ce n'est pas encore arrivé, on veut ajouter aujourd'hui des mesures préventives, en fait, une mesure préventive. Donc, sur l'île de Montréal et à Laval, à compter de dimanche, donc on laisse 3 jours aux gens là, quand même pour s'ajuster, à compter de dimanche, malheureusement, on va remettre le couvre-feu à 20 heures. Ça veut dire que ça va aider aussi à mieux suivre ce qui se passe dans les maisons, dans les résidences, dans les logements. Puis on espère que ça va nous aider à continuer de résister pendant un certain temps parce que Montréal puis Laval, c'est très dense. Ça veut dire que si ça commence à exploser, là, ça pourrait rapidement créer des gros problèmes dans nos hôpitaux. Donc, pour l'instant, la situation est sous contrôle dans les hôpitaux, mais s'il y avait une explosion dans les prochains jours, les prochaines semaines à Montréal et à Laval, ça serait inquiétant pour nos hôpitaux. L'autre région qui nous inquiète, c'est l'Estrie. Bon, en Estrie, il faut savoir qu'on part, depuis quelques semaines, on avait très peu de cas. Par contre, depuis quelques jours, il y a une forte augmentation du nombre de cas. Donc, l'Estrie, pour nous, c'est sous haute surveillance. La santé publique regarde ça d'heure en heure. Puis on ne peut pas exclure, on se rappelle que l'Estrie, c'est orange. On ne peut pas exclure que si la tendance se maintient, que la semaine prochaine, on n'aura peut-être pas le choix que de passer l'Estrie en zone rouge. Bon, il y a 3 autres zones, 3 autres régions qu'on suit de très près. Laurentides, Lanaudière, puis Montérégie. Donc, les régions autour de Montréal et Laval. Pour l'instant, quand on regarde le nombre de cas actifs par million d'habitants, la situation est à peu près à la moitié de ce qu'on vit à Montréal et à Laval. Par contre, si on se compare avec des régions plus éloignées, bien, ça reste quand même relativement élevé comme nombre de cas, mais c'est stable depuis les derniers jours, depuis les dernières semaines. Donc, on surveille de près ce qui se passe dans ces régions-là. Sinon, mais pendant ce temps-là, la vaccination avance bien. Franchement, là, c'est extraordinaire le travail qui est fait de vaccination. Ce matin, on a commencé à offrir le vaccin AstraZeneca à ceux et celles qui voulaient bien, en toute connaissance de cause, recevoir le vaccin. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je suis content de voir des files d'attente pour aller se faire vacciner. Évidemment, là, c'était la première journée. La santé va s'ajuster pour revenir avec les rendez-vous. Mais je veux dire bravo là, à tous les PDG de CIS, de CIUS, tous les organisateurs, ceux qui vaccinent, là, en quelques jours, ils sont virés de bord pour qu'on soit capable d'administrer en parallèle l'AstraZeneca. Là. Donc, bravo, bravo, bravo. Puis je vous rappelle,
on est toujours un petit peu chauvin quand on se compare. Et j'avais une rencontre téléphonique hier soir avec les premiers des autres provinces. Et puis, j'étais bien fier. Là, il y a Scott Moe de la Saskatchewan qui est un petit peu plus haut que nous. Mais le Québec est deuxième province sur les 10 provinces. Puis même quand on regarde le nombre de cas, il y avait certaines provinces qui nous demandaient notre recette. Donc, ça fait du bien avec ce qu'on a vécu l'année passée, d'entendre des commentaires comme ça. Donc, bravo à ceux qui vaccinent. Puis s'il vous plaît, quand c'est rendu votre tour, allez vous faire vacciner. C'est le passeport pour la liberté. Maintenant, les prochaines semaines vont être critiques. Quand on regarde ce qui se passe ailleurs, quand on regarde ce qui s'est passé en Europe, quand on regarde ce qui se passe en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, puis même, pas besoin d'aller si loin que ça, quand on regarde ce qui se passe dans la ville de Québec, dans notre capitale nationale, bien, ça veut dire que ça peut arriver n'importe où. On n'est pas à l'abri d'une explosion de cas chaque jour qui vient dans les premières semaines. Donc, il faut prendre conscience qu'il y a un danger, qu'on a actuellement affaire à un variant qui est plus contagieux, plus vicieux que jamais, et il faut être plus prudent que jamais. Puis je comprends, tout le monde est tanné là, après un an, là, nous ici les premiers, mais on a fait une bonne partie du chemin, il nous en reste un bout à faire. Donc je vous demande, soyons solidaires, soyons courageux pour faire ensemble le dernier droit. Good evening, everyone. We see that the third wave is getting... Alors, M. Legault qui dit « Je m'assume, je décide ». Il dit « C'est nous », et après il s'est repris, il dit « Je, celui qui prend ultimement les décisions ». Donc, si vous êtes fâché parce qu'on joue au yo-yo, parce qu'on ouvre, on ferme, je suis ultimement le responsable. Michel David, Sébastien Bovet, Christian Dufour. C'est intéressant parce qu'il faisait écho à notre dernière discussion, Sébastien, qu'on avait juste avant la conférence de presse. Il dit, écoutez, là je ne mettrai pas le chapeau sur Arruda, là, c'est moi, et c'est partout comme ça sur la planète. Et la citation de Bernard Landry est savoureuse. Oui. Si tu veux te faire aimer, fais pas de politique, achète-toi un chien. Donc, le premier ministre, en effet, dit que c'est lui qui prend les décisions en bout de ligne. Il a les recommandations de la santé publique, mais s'il y a des gens qui sont mécontents au Québec, ils doivent se tourner vers lui. Il assume ses décisions et aujourd'hui, donc, il prend certaines décisions pour resserrer certaines mesures. C'est pas gros, là, ce qu'il annonce aujourd'hui, mais quand même, ça va avoir un impact sur la vie des gens. Le couvre-feu 20 heures... Oui, ça va avoir un impact important sur la vie des gens à Montréal et Laval. Bon, c'est ça. Alors, on résume, couvre-feu 20 heures et les mesures d'urgence pour le Québec, Lévis, Gatineau sont reconduites pour une autre semaine. Michel David, c'est ce qu'on croyait. Puis il dit, écoutez, oui, ça ne monte pas à Montréal, mais les experts nous disent c'est une question de temps. Oui, on espère tous que les experts vont se tromper, mais de toute évidence, les probabilités sont assez fortes. Une éclosion, là, comme on a vu à Québec, ça pourrait arriver à Montréal dans n'importe quel milieu. Alors, c'est possible. Et d'autre part, il ne faut pas oublier qu'on ne comptabilise toujours pas là, les possibles cas du week-end de Pâques. Là. Ça fait pas même une semaine. Il y a eu des rassemblements à Pâques. Dans combien de temps et dans quelle mesure ça va se manifester en hospitalisation, on verra. Mais ça serait étonnant qu'il n'y ait aucun effet. Alors, il ne se trompe pas beaucoup en disant que les cas vont augmenter. Et Christian, rapidement, il dit, écoutez, ensemble, soyons solidaires quelques semaines encore, ça va être fini après. Oui, c'est ça, il parle du dernier droit. Et ça, c'est un concept dont on pourrait parler longtemps. C'est que les Québécois, c'est un petit moment qu'on leur parle du dernier droit, puis ça dure combien de temps, le dernier droit? Hein? Je pense que les gens sont prêts à faire encore un autre effort, là. Mais là, l'horloge tourne, c'est le printemps. Et aussi, il y a déjà beaucoup de mesures de restriction qui sont déjà là. Donc, ce qu'on nous annonce aujourd'hui, c'est pas dramatique, mais il ne faut pas oublier qu'on ne part pas de zéro. Point zéro. Hein, Très bien. On se retrouve tout de suite après. Les questions commencent. Les prochaines semaines vont être critiques. Les cas augmentent partout. Dans certaines régions, là, même à Montréal, ça va mieux, à Laval aussi, mais les cas augmentent quand même. Pourquoi pas donner le grand coup? Pourquoi pas faire comme en Ontario, 28 jours,
puis on règle le problème, on en vient à bout de ce virus-là. Est-ce que cette solution-là a été envisagée? Bon, d'abord, je veux préciser, là, puis je parle souvent avec Doug Ford, nos mesures sont plus sévères ici qu'en Ontario. C'est important de le dire, là, parce qu'ils appellent ça un lockdown, mais à part la ville de Toronto, bien, les écoles ne sont pas fermées. Il faut dire que là, ils sont en congé scolaire parce qu'ils ont reporté leur congé scolaire. Il n'y a pas de couvre-feu en Ontario. Donc, ça, c'est une grosse différence avec nous autres. Ils n'ont pas fermé les entreprises, ils ont fermé les commerces non essentiels seulement. Donc, il faut comprendre là, qu'ils n'en font pas plus en Ontario, puis pourtant, la situation est pire, toute proportion gardée, en Ontario. Maintenant, comme disait l'autre, on ne peut pas pelleter à la neige avant qu'elle soit tombée. Quand on regarde Montréal et Laval, on ne voit pas d'augmentation importante. Quand on regarde le nombre de cas ou le nombre de cas actifs, c'est stable. Il y a une petite augmentation. Donc, avant de fermer les écoles, il faut que ça soit grave. Là, on remet le couvre-feu, mais les écoles, si on est capable de les sauver une semaine, 2 semaines, bien, c'est tellement important pour nos enfants. D'accord. Une question à propos de la vaccination. On a vu, c'est la folie là, avec AstraZeneca. C'est un engouement incroyable malgré la mauvaise publicité de ce vaccin-là. Mais on se rend compte que pour ce qui est de la vaccination avec rendez-vous, il y a encore beaucoup de plages horaires qui ne sont pas occupées. Est-ce que c'est une question d'organisation? La question est posée à monsieur le ministre de la Santé, M. Dubé. Écoutez, pour être très clair, là, il y a toutes sortes de chiffres qui ont sorti dans les derniers jours, puis je vais clarifier la situation, là, parce que puis je pense que c'est normal que les gens s'inquiètent là-dessus, mais je vais vous dire, là, pour être très, très clair, là, moi, j'ai ce qu'on appelle un tableau de bord qu'on suit tous les jours, puis je vais donner 2 chiffres. Cette semaine, là, dans les 7 prochains jours, j'ai 31 000 rendez-vous qui sont ouverts. De ces 31 000-là, j'en ai 9 000 qui sont dans les pharmacies. OK? Donc, c'est aux pharmaciens qui font le travail à tous les jours d'appeler leurs patients, etc. Donc, il en reste à peu près 20 000 qui sont pour 17 régions du Québec. Alors, quand vous prenez 21 000 rendez-vous pour les 7 prochains jours, c'est le minimum de marge de manœuvre qu'on doit avoir pour continuer à prendre des rendez-vous tous les jours. Alors, prenez ça, là, qu'on vaccine en ce moment au moins 300 000 personnes. Fait que d'avoir une marge de manœuvre pour toutes nos 17 régions du Québec, d'avoir 20 000 rendez-vous de disponibles à tous les jours pour que les gens appellent, je pense que c'est le minimum qu'on peut avoir. Alors, puis je vais vous dire, on va être tellement transparent là, que j'ai demandé à ce que ce chiffre-là soit publié tous les jours maintenant. Alors, donc, on va arrêter là de... Moi, j'ai entendu des chiffres de 270 000 rendez-vous disponibles. C'est pas la réalité. La réalité, aujourd'hui, là, c'est à peu près 30 000 pour les 2 composantes que je vous ai dit. D'accord. Merci. Parfait. On va passer avec Alice Girard-Bossé de La Presse. Bonsoir. En ce moment, à Gatineau, ça peut prendre 2 jours pour avoir un rendez-vous pour un test et plusieurs jours pour recevoir le résultat. Il y a même plusieurs Québécois qui vont se faire dépister à Ottawa puisque le résultat, ils l'obtiennent la journée même. Que comptez-vous faire pour améliorer le système de dépistage pour contrôler l'épidémie à Gatineau? Oui. Je vais vous dire, je suis content d'avoir cette question-là parce que je suis pas plus content de ce qui se passe à Gatineau parce que, bien, premièrement, je pense que je l'ai déjà expliqué, mais il y a une partie des choses qu'on doit faire nous-mêmes. On a eu à Gatineau, entre autres, des ennuis d'équipement. Il y a des équipements qui ont brisé, qu'on a dû remplacer. Ça a pris du temps. On avait, entre autres, à Gatineau, un problème de personnel. Le problème à Gatineau, dans l'Outaouais en général, c'est peut-être un des endroits où on a le plus de problèmes de personnel qui nous manque. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis ce temps-là? On a fait des corridors de service, entre autres, avec Sainte-Justine pour utiliser le laboratoire. On a même envoyé du personnel supplémentaire pour aider l'équipe en place parce qu'on trouvait qu'on avait besoin peut-être de s'organiser un petit peu mieux. Alors, si vous me demandez aujourd'hui, là, entre la situation qu'on a connue il y a, disons, une semaine et versus la situation d'aujourd'hui, il y a déjà une très grosse amélioration, mais j'en prends la responsabilité. Il y a eu des choses qui sont arrivées qui expliquent ça, mais c'est à nous autres de les corriger et c'est ce qu'on fait en ce moment. Et dans les derniers jours, les hospitalisations ont augmenté à travers la province. Est-ce qu'on s'enligne pour retourner vers le délestage?
Bien, écoutez, moi, c'est ma plus grande préoccupation. Vous avez entendu le docteur O'Patterney ici. Jusqu'à maintenant, on a été capable de l'éviter, c'est-à-dire qu'on était rendu, rappelez-vous, on publie les chiffres, à peu près à 85 d'opérations. En ce moment, il va peut-être avoir un peu de délestage qui va se faire en Outaouais, parce que justement, on a un problème de personnel. Mais jusqu'à maintenant, et c'est pour ça qu'on suit les hospitalisations de très proche, j'en vois pas encore à très court terme, mais je vais être prudent dans mon commentaire parce que c'est ça qu'on essaye d'éviter le plus possible. Mais jusqu'à maintenant, on sait à peu près, avec les cliniques privées qui opèrent pour nous, là, on est à peu près à 85 %. Merci. On va passer avec Annie Guillemette, Cogeco Nouvelles. Bonjour. Je reviens sur la popularité de la vaccination sans rendez-vous. Avec les prochaines étapes, les prochaines clientèles à vacciner, est-ce que la vaccination sans rendez-vous, c'est une option à ouvrir avec des heures allongées dans des cliniques vraiment de masse, ou vous voulez continuer encore avec une prise de rendez-vous régulière puis le système qui est là actuellement? Bien, si je peux y aller, une bonne discussion avec tous les PDG là, dans différentes... je pense que c'est tout le monde qui réagit un peu différemment. Là. Je vais vous donner deux réponses. Premièrement, ça a été un vif succès. Fait que je pense qu'on doit tirer... remercier les Québécois d'avoir réagi aussi rapidement. Je vais vous dire, mardi, on avait le OK, puis ce matin, on vaccinait. Là. C'est quand même... Il faut donner le mérite à ceux qui l'ont fait. Mais je pense que ça... Moi, j'ai demandé au PDG d'être créatif dans la mesure où tout le monde a reçu leur proportion de vaccins. Il y a des gens qui ont décidé qu'ils ouvraient jusqu'à minuit ce soir. Fait que ça, c'est le genre de réaction là, que j'aime d'avoir, de dire, bon, on est dans une situation de crise. Je pense qu'il y en a plusieurs qui auraient voulu le faire. Il n'y avait pas accès de vaccin. On vient de me dire qu'on a rallongé un petit peu au Palais des Congrès aussi. Donc, j'aimerais vous dire qu'on va apprendre de ça aujourd'hui, là, que, étant donné l'engouement, étant donné que les gens, il y en a qui se disent, ben moi, j'aime mieux le faire parce que je veux pas canceller un rendez-vous. Puis à un moment donné, je pense qu'on est en train d'analyser, mais on pensait jamais, je vous avoue, là, même dans mes plus beaux rêves des derniers jours, que je verrais autant de files d'attente, puis un peu ce que le premier ministre a dit, qu'on serait si content. Mais je pense que c'est un peu ce que la pandémie nous apprend, puis je finis là-dessus. Il y a des choses qu'on pensait pas qui étaient possibles, qu'on se rend compte quand on les essaie, que ça fonctionne. Puis c'est pour ça que je remercie les Québécois d'avoir été si flexibles, puis à nos gestionnaires d'avoir montré autant d'ouverture. J'ai très hâte de voir les résultats demain. Et je pense qu'on va s'ajuster encore une fois au cours des prochains jours. Ça fait partie des meilleures pratiques. Merci. Autre dossier, il fait très beau, très chaud dehors. Il y a plein de gens qui pensent à leurs vacances. Il y a des parents aussi qui pensent à leurs enfants. L'an dernier, on a annulé les camps de vacances, les camps avec séjour assez tard dans la saison. L'Association des camps demande d'avoir une décision rapide. Est-ce qu'avec la situation qu'on voit, cette troisième vague-là, on est déjà à condamner cette saison-là au profit des camps de jour seulement? Bien, la situation est regardée. Je pense qu'on est très conscient là, qu'il faut préparer ça à l'avance. Les équipes sont en train de le regarder. Ce qui va arriver, c'est qu'on va être plus avancé au niveau de la vaccination. Là, puis je pense que s'il y a aussi beaucoup de ces camps-là qui font des activités à l'extérieur, il y a des mesures qui pourraient être prises, notamment même avec certains, parce que c'est des gens qui viennent de l'extérieur de plusieurs familles, avec le port du masque, etc. Fait qu'on essaie de maintenir cet élément-là le plus possible. N'étant pas Nostradamus, je ne peux pas vous garantir, là, parce qu'en pandémie, 48 heures, c'est beaucoup. Il peut se passer bien des choses. Mais disons que les équipes travaillent à essayer de trouver une façon de permettre aux jeunes de se retrouver dans ces situations-là. Là, ça a beaucoup d'effets positifs chez les jeunes. Peut-être, Mme Guillemette, j'ai juste oublié, pour votre question concernant le sans rendez-vous, mais je veux rappeler aux gens qu'à compter de demain matin, pour l'AstraZeneca, il est sur le site de Clic Santé. Alors, ceux qui veulent aller... Je l'avais dit hier, mais c'est passé tellement de choses dans les dernières heures. Rappelez aux gens que ceux qui veulent AstraZeneca, soit en pharmacie ou soit dans nos sites de vaccination, ils peuvent maintenant le faire jusqu'à dimanche, soit sans le rendez-vous ou avec les rendez-vous comme d'habitude. Merci. Nora Tremblay-Lamontagne du Journal de Montréal. Bonsoir. Ma question est pour le docteur Arruda pour commencer.
Vous avez appris, comme nous tous, le décès d'un homme de 40 ans qui était en pleine forme cette semaine. D'ailleurs, toutes mes condoléances à ses proches. Jusqu'à quel point est-ce que vous craignez que les nouveaux variants entraînent de graves complications ou voire des décès chez des jeunes? Et comment est-ce que vous en tenez compte dans vos décisions? Bon, merci pour la question. Et puis moi aussi, je vais offrir mes sympathies. Tout décès, quel que soit l'âge, est important, mais disons que ça frappe beaucoup parce qu'on a beaucoup associé les décès et les mortalités seulement aux personnes âgées. Il y en a eu aussi dans la première vague des décès de gens plus jeunes. C'est juste qu'on les voyait moins parce qu'il y avait moins. Heureusement, il y a moins de décès actuellement. Il y a moins de cas. Il y a plus de cas, mais moins de décès. Mais c'est clair qu'avec les nouveaux variants, avec leur grande transmission, certains sont plus à risque de développer, puis certains variants donnent plus de complications. Donc, on va voir ce phénomène, d'où l'importance de maintenir les mesures qu'on fait. La vaccination va devenir, pour les adultes, en tout cas pour les gens en haut de 16 ans, éventuellement 18 ans, une solution importante, mais en attendant, je pense que la meilleure façon de faire, c'est de respecter les consignes, etc. Et bien entendu, la limite est associée au fait que c'est avec beaucoup de vaccins qu'on va être en mesure de rejoindre le maximum de personnes. Mais ça demeure encore important, à mon avis, de protéger les plus à risque actuellement. Je ne veux pas dire que le risque est égal à 0, mais ça démontre que, et je tiens à vous le dire, même si vous êtes vacciné, il ne faut pas relâcher les mesures pour avoir une protection. Il faut porter le masque, garder la distanciation de 2 mètres, puis l'hygiène. Fait que c'est ça qui va être l'approche, mais on sait qu'il va en avoir. Ma deuxième question, vous ramenez le couvre-feu à 20 h à Montréal et à Laval sans aucune autre mesure supplémentaire. Est-ce que c'est parce que vous croyez que c'est le couvre-feu à 21h30 qui explique la flambée des cas qu'on a vus à Québec et à Lévis, entre autres? Non. Écoutez, c'est une mesure qui est préventive. C'est certain que le couvre-feu aide à réduire les contacts. Je pense que c'est une évidence. Maintenant, on ne veut pas aller du côté de la fermeture des écoles pour l'instant. Donc, je pense que c'est comme un geste qui va nous aider sans créer des problèmes énormes. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment prendre des marches le soir, puis il y a des gens qui finissent de travailler tard, puis on va accommoder ceux qui doivent être accommodés, mais il reste que je pense que ça va aider. Et puis, c'est préventif. Comme je disais, pour l'instant, on ne voit pas d'explosion de cas à Montréal et à Laval, mais les experts nous disent que ça pourrait arriver dans les prochains jours. Donc, on veut s'assurer que si jamais il y a une augmentation, que ça se fasse le plus doucement possible pour aider nos hôpitaux. Merci. Véronique Dubé, TVA Nouvelles. Bonjour. D'abord, j'aimerais savoir, à Montréal, on n'a pas hésité à faire un projet pilote pour vacciner les gens dans Côte-Saint-Luc quand on s'est aperçu que ça flambait. Ça a très bien fonctionné. Pourquoi ne pas opérer la même stratégie? Vous parlez beaucoup d'agilité, M. Dubé, ces derniers jours. Pourquoi pas utiliser la même stratégie à Lévis, justement, à Gatineau, pour éteindre les feux, alors qu'on sait très bien que les travailleurs essentiels ne seront pas vaccinés de sitôt? Alors, que faire qu'autrement qu'à dire aux gens de respecter les règles sanitaires? C'est quoi la solution? Bien, premièrement, je vais laisser Dr Arruda en parler parce que je pense qu'il faut être certain qu'on a les bons résultats de ce projet pilote-là qui a été mené effectivement par le Dr Drouin qui, je veux le mentionner, qui fait un excellent travail à Montréal en ce moment de garder le couvercle sur la marmite. Là. Mais j'aimerais ça que le docteur Arruda commente. Mais pour les travailleurs essentiels, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que à compter de demain, donc les gens du groupe 9 peuvent commencer eux aussi à réserver sur Clic Santé. Alors là, on parle encore une fois des professeurs, des policiers. Fait qu'il y a une question d'être capable de les vacciner. Il y a un mois, on ne pensait pas qu'à cette date-ci, on serait rendu déjà au groupe 9. Alors donc, je veux juste vous dire qu'il y a une combinaison de vaccination et de projets pilotes sur
sur ce qu'on fait en ce moment. Mais j'aimerais ça que Dr Arruda vous donne un commentaire sur l'état d'avancement du projet avec Dr Drouin. Il faut comprendre que le projet pilote de Côte-Saint-Luc, ça a été un projet pilote qui doit être évalué. On est en train d'attendre les éléments d'évaluation. Ça a été, il y avait de la disponibilité de vaccins à Montréal. Il y avait une situation particulière très concentrée dans 2 territoires avec une communauté particulière. Donc, à ce moment-là, on a voulu voir et on va évaluer le projet. Il faut comprendre qu'ici, il y a une démonstration qu'on a réussi à contrôler parce que quand vous dites que ça va bien être, il faut qu'on mesure les éléments là, pour être sûr. Parce que quand on fait cette stratégie-là, avec une quantité limitée de vaccins, on ne protège pas certaines personnes qui sont encore à risque. Fait que là, la question va être de voir l'évaluation, puis à mesure, si jamais ça démontre que c'est efficace, et à mesure que les vaccins vont rentrer, puis qu'on aura avancé dans les groupes les plus à risque, ça pourrait être une stratégie. Mais la stratégie de vacciner pour empêcher la transmission intensive dans des milieux reste à démontrer. Et c'est pas nécessairement exportable d'un endroit à un autre. Des fois, c'est des communautés plus je voudrais fermer ou moins ouverte sur d'autres communautés où ça peut fonctionner. OK, parfait. Ma question va aller au premier ministre maintenant. Tout à l'heure, quand vous avez commencé le point de presse, vous avez senti le besoin de défendre M. Arruda en disant que vous étiez le seul à blâmer. Cette fois-ci, est-ce que c'est vous qui avez pris la décision d'étendre les mesures? Est-ce que c'est la direction de la santé publique? Puis pourquoi vous avez senti besoin de lancer ce message-là? Bien, j'ai entendu des commentateurs hier dire qu'on se lançait le blâme. On est ensemble, puis on discute, puis on reçoit des recommandations à chaque jour, puis on en discute. Puis souvent, pour arriver au même objectif de protection, il y a plusieurs solutions pour y arriver. Il y en a qui sont plus applicables, il y en a d'autres qui sont moins applicables. On travaille ensemble, mais en bout de ligne, c'est moi qui prends la décision finale, puis je l'assume totalement. Là. Il y en a qui ont peut-être interprété que je mettais le blâme sur les changements à la santé publique. Écoutez, la santé publique, là, je l'ai dit hier, j'aime bien mieux qu'ils changent d'idée que par orgueil défendent absolument ce qu'ils ont dit la semaine passée. Moi, j'adore ça, qu'ils me disent, voici aujourd'hui, avec toutes les informations que j'ai, voici mes recommandations. Puis donc, on en discute. Puis bon, je dirais que... Pour aujourd'hui, c'est vous? Aujourd'hui, il y a une partie que ça vient de moi. Ouais. Merci. Parfait. On va passer à Zachary Goudreau, Le Devoir. Bonjour, messieurs. Pour revenir sur les écoles, vous avez dit pour l'instant, la situation est pas assez grave là, pour justifier de les fermer. Si on peut les garder 2-3 semaines ouvertes, on va... Mais est-ce que c'est donc dire que c'est inévitable là, qu'elles vont fermer les écoles à Montréal? C'est pas inévitable. Et puis, c'est évidemment une des premières questions qu'on pose quand on a des rencontres avec l'INES, avec l'INSPQ. Quelles sont les probabilités qu'on se rende jusqu'au mois de juin sans avoir à fermer les écoles à Montréal? Et j'aimerais ça qu'il y ait une réponse claire, noir sur blanc, mais ils ont de la difficulté à mettre des pourcentages. C'est pas impossible qu'on réussisse à se rendre jusqu'au mois de juin, mais c'est pas impossible non plus qu'on soit obligé de fermer les écoles pour être capable de contenir la 3e vague. Ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, c'est très important de le dire, pour l'instant, il n'y a pas d'explosion de cas à Montréal et à Laval, même si le nombre de cas reste élevé. Et on a vu le directeur général de la STM, Luc Tremblay, qui a vraiment déploré le fait que ces employés qui sont sur le terrain, chauffeurs d'autobus, employés d'entretien, ne font pas partie des travailleurs essentiels. Il est revenu là-dessus aujourd'hui, vraiment ému, là, je dirais. Pourquoi on ne les a pas inclus dans ce groupe-là des travailleurs essentiels qui vont pouvoir se faire vacciner? Bon, le terme d'ailleurs travailleur essentiel, c'est un terme qui est très, très, très large et qui donne... C'est pas parce que les gens ne sont pas essentiels, là. L'analyse qui a été faite là, dans le contexte où il y a une limite de vaccin est vraiment basée sur, le risque que ces personnes-là fassent la maladie et aient des complications et soient hospitalisées. Ça, c'est la première des choses. Pour ça qu'on a utilisé les groupes d'âge puis certains travailleurs. Le risque que ces personnes-là, en travaillant, exposent des personnes vulnérables.
Ça, c'est une chose. Et puis, les endroits où on a eu des éclosions, les endroits où on a vraiment documenté là, que c'était des milieux de transmission, il y a toute une série de travailleurs essentiels qui ne sont pas encore dans cette catégorie-là. Ils vont être rejoints à travers un élargissement de la vaccination. Puis on comprend très bien, hein, parce que, d'ailleurs, le terme travailleur essentiel, là, dans les faits, on devrait dire travailleur à haut risque de complications, puis travailleur à haut risque dans des milieux où il y a eu énormément de propagation. Je pense que ça représenterait mieux la situation. Et ça, là, ça n'a pas été fait seulement par la santé publique, ça a été fait avec des cliniciens aussi, puis la santé publique, puis on dit, quand on regarde le risque des personnes d'avoir des complications, quand on regarde les milieux qui ont été touchés, c'est ça l'ordre. Et c'est comme ça qu'on a suivi. Merci. Avant de passer en anglais, on va prendre les 2 questions de journalistes francophones qui sont sur la plateforme. On va débuter avec François Carabin du journal Métro. Messieurs, j'aimerais poursuivre sur la question de mon collègue sur les écoles, la première qui a été posée. Comme il le mentionnait, vous avez dit plus tôt qu'avant de fermer les écoles, il faut que ce soit grave, M. Legault. C'est quoi grave dans les écoles? Là, il y a 250 éclosions actives dans les écoles. C'est quoi grave? À quel moment? Bien, écoutez, d'abord, comme je l'ai expliqué, puis je ne veux pas avoir l'air de mettre sur les épaules de la santé publique les décisions, parce qu'en bout de ligne, c'est moi qui prends les décisions. Mais actuellement, on a une recommandation de la santé publique de fermer les écoles à Québec, Lévis, Beauce et Gatineau. On n'a pas de recommandation de la santé publique de fermer les écoles à Montréal et à Laval. Mais, comme le dit souvent le Dr Arruda, ça se peut que la semaine prochaine, on vous arrive avec quelque chose de différent. Mais pour l'instant, la santé publique et le gouvernement, on ne juge pas qu'à cette étape-ci, pour l'instant, que ça soit nécessaire de le faire à l'extérieur là, des 4 sous-régions que j'ai mentionnées. Merci. Puis j'aimerais revenir sur les annonces d'aujourd'hui, surtout en ce qui a trait à Montréal et Laval, M. Legault. Là, vous venez de créer, en quelque sorte, une autre zone rouge. Là, on a des zones rouges plus pâles, des zones rouges Montréal-Laval, puis on a les zones d'urgence que vous avez annoncées la semaine dernière. Est-ce que c'est toujours la stratégie à adopter, là, la carte des régions, zone orange-jaune? Puis, comment vous comptez faire là, pour que les Québécois continuent à suivre tout ça, qui ne se perdent pas dans la carte des zones? Bon, d'abord, c'est tout sur le site du gouvernement. Là. Donc, effectivement, il y a des zones vertes, jaunes, oranges, rouges, des mesures plus importantes dans 3 régions, 4 villes, et il y a les mesures d'urgence pour Montréal et Laval. Bon, ça serait plus simple s'il y avait, mettons, juste 2 sortes de mesures, mais ça serait moins bien adapté à la situation de chacune des régions, des sous-régions. Donc, moi, je pense que les Québécois, là, aujourd'hui, on annonce 2 choses. On annonce qu'on poursuit les mesures à Québec, Lévis, Beauce et Gatineau pour une semaine de plus, puis on annonce un couvre-feu à Montréal puis à Laval à partir de dimanche. Donc, les mesures que les gens connaissaient déjà continuent de s'appliquer, puis on vient faire ces ajustements-là. Je conviens que c'est complexe, mais j'aime mieux que ça soit complexe que mal adapté. Peut-être, oui. Je sais que vous aimez ça parler des entreprises. J'aimerais ça prendre peut-être 2 minutes pour revenir sur l'annonce qu'on a faite en continuité avec la collaboration avec les entreprises pour la vaccination. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur la capacité de vaccination. Je vous rappelle que le 19 mars dernier, on avait demandé aux entreprises de lever la main pour celles qui voudraient nous aider dans le processus de vaccination, particulièrement pour les mois de mai et juin. Alors, on a mis un communiqué en ligne il y a quelques minutes. En fait, c'est plus de 450 entreprises qui ont levé la main pour venir nous donner un coup de main. Pour la première phase qui va être annoncée aujourd'hui, on a déjà 13 premiers pôles dans nos 18 régions pour des entreprises dans 8 régions. C'est vraiment la première phase. Et ça, la bonne nouvelle de ça, ça va nous aider
à partir du mois de mai, d'augmenter en capacité. Il y aura d'autres annonces qui vont se faire pour ces entreprises-là. Mais je tiens, Monsieur le Premier ministre, à les remercier parce que les entreprises ont vécu des moments très difficiles, puis de se rallier tout le monde ensemble, venir aider les Québécois dans leur région, dans leur municipalité, de venir pouvoir vacciner leurs employés, les gens de la région. Moi, je tiens à les remercier, puis j'ai très, très hâte de les voir participer au processus de vaccination. Puis on vous tiendra au courant là, au fur et à mesure des prochaines semaines. Mais l'objectif, c'est que ces entreprises-là soient prêtes à vacciner dans toutes les régions du Québec en complémentarité avec notre réseau à partir du 1er mai. Merci. On va passer avec Stéphanie Marin de la Presse canadienne. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Je me demandais en premier lieu, qu'est-ce qui se passe à Québec? Qu'est-ce que vos équipes sur le terrain vous rapportent pour expliquer cette hausse fulgurante des cas? On est au courant de l'éclosion, évidemment, au gym, mais ça ne peut pas être la seule cause. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette région-là? Mais il faut comprendre que ce qui s'est passé, c'est l'introduction très rapide du nouveau variant. Et il y a eu ce qu'on appelle un événement super propagateur, notamment celui du gym, qui a entraîné près de 170 cas. Ces personnes-là se retrouvent dans leur communauté, dans leur milieu de travail, puis ça fait comme une étoile qui s'épaille, qui s'expand. Et là, actuellement, la région de Québec, il y a des cas un peu partout. Dans la région métropolitaine, il n'y en a pas à Montmagny, il n'y en a pas dans Port-Neuf, là, mais dans la zone concentrée où il y a beaucoup de monde, il y a énormément de cas. Et donc, c'est pour ça qu'on a dû appliquer des mesures d'urgence. Ça s'est fait très rapidement, ce qui va avec le profil d'un nouveau variant. Puis ma deuxième question, j'aimerais revenir sur la région de l'Outaouais. Alors voilà, mesdames et messieurs, deux annonces essentiellement. On vous en avait parlé juste avant. Couvre-feu, 20 heures, Montréal-Laval, à compter de dimanche, pas ce soir, dimanche. Et puis, les mesures exceptionnelles à Québec, Lévis, Beauce et Gatineau sont prolongées pour une semaine jusqu'au dimanche 18 avril inclusivement. Deux mesures et de l'analyse et aussi des commentaires sur la journée de vaccination aujourd'hui, assez inusitée. Les gens se sont rués vers les centres qu'on a ouverts de manière plus souple. Martine, Michel, Christian, Sébastien, c'est intéressant. On va en parler après, mais d'abord, tour de table sur les annonces. Sébastien, c'est exactement ce que vous disiez. À ceux qui se posent la question, pourquoi couvre-feu à Montréal alors que les cas n'augmentent pas? Il dit, nos experts nous disent qu'il y a des fortes chances que ça augmente, quoi. Voilà, et le couvre-feu sert à limiter les rassemblements, donc qui est un vecteur de propagation, semble-t-il, important par les temps qui courent. Donc, c'est une mesure préventive. Oui, à Montréal, les chiffres ne sont pas alarmants au moment où on se parle. La capacité du réseau de la santé, selon l'Institut national d'excellence en santé qui fait des projections, est encore là. Mais il faut s'assurer que ça reste avec une marge de manœuvre. Et c'est la raison pour laquelle on impose le couvre-feu. Vous aurez noté, par contre, qu'il n'y a pas de date de péremption sur le couvre-feu à Montréal et Laval. Donc, on se garde une marge de manœuvre. On ne met pas de date de fin pour l'application du couvre-feu à 20 heures. Puis pour ce qui est de Québec, Lévis, la Beauce et Gatineau, on prolonge les mesures d'exception, donc fermeture des commerces, fermeture des écoles, d'une semaine de plus. Là, c'est qu'on s'aperçoit qu'une semaine de confinement de ce genre-là, c'était pas assez pour casser l'augmentation des variants. On constate aujourd'hui encore à Québec qu'il y en a 436 des cas de COVID. C'est énorme, donc il faut prolonger. Bon, Christian Dufault, vous avez vu, le premier ministre vous a cité en disant on ne peut pas pelleter avant qu'il neige. Vous citiez votre maire. Il parlait de Montréal en disant oui, je suis en prévention, mais là, il n'est pas question de. Parce que Jacques Bissonnette, notre collègue, disait pourquoi vous ne fermez pas tout? Bien, il dit écoutez, on ne peut pas fermer, on va attendre que ça dérape. Si on peut l'éviter, on va le faire, quoi. Oui, c'est qu'on s'installe dans l'attente, en fait, bon, en ayant très peur, en fait, que ça déferle sur le Québec. Mais qui sait, le couvre-feu, je pense, pour M. Legault, reste la façon privilégiée, en fait, de gérer la pandémie. C'est sa mesure à lui. Bon, à Montréal, on le dit, tandis qu'on est dans la belle saison, ça va causer de plus en plus de problèmes, tout spécialement pour les gens de 40 ans et moins. Un point que j'ai retenu quand même, sur lequel il a insisté, qu'au Québec, on avait des mesures plus strictes qu'en Ontario, malgré les apparences. Je ne suis pas sûr qu'il aurait dit la même chose il y a 6 mois, là. Mais là, ça faisait peut-être son affaire de le dire, et je pense qu'il a raison à beaucoup d'égards, de rappeler ça
Hein, qu'au Québec, on est quand même très strict. On est habitué à ça, là, mais il y a un tas de mesures qui sont là. Et aussi, bien, le temporaire a tendance à devenir permanent. Et c'est là où l'accessibilité par la population peut faire problème parce que les gens ne sont pas naïfs. Hein, ils se disent combien de temps ça va durer, tout ça. Oui. Moi, il y a une phrase qui m'a frappé, c'est la question sur les écoles, où il a dit, évidemment, je pose la question presque à tous les jours aux experts qui font des prévisions. Est-ce qu'on a de bonnes chances de pouvoir garder les écoles dans la grande région de Montréal, par exemple, ouvertes jusqu'au mois de juin? Puis il n'y a pas de réponse claire, Martine a-t-il dit. Ça laisse planer quand même un petit nuage, là. Oui, bien, il a dit, il ne s'est pas lié les mains. Hein. Le premier ministre a souvent tendance à faire ça, à s'attacher les mains, à dire, bon, ben on a telle mesure jusqu'à telle date. Et puis là, on a l'impression que tout sera réglé. Et finalement, il arrive avec peu de prévisibilité. Mais là, depuis une semaine, il ouvre, hein, il dit... On est sous haute surveillance dans telle région. Il risque de se passer des choses dans telle région. Je fais un couvre-feu à 20 heures par prévention. Moi, j'ai trouvé que c'est un des points de presse les plus clairs qu'il a fait depuis longtemps. D'abord, en assumant le leadership, en disant entre la santé publique, là, il n'y a pas de zone d'ombre, c'est moi qui décide. Et deuxièmement, en cernant bien l'enjeu, en disant, oui, on confine, on déconfine, on confine, on déconfine, mais puis on joue au yo-yo finalement, mais à certains égards, il a dit on confine pour protéger la santé physique, on déconfine pour la santé mentale. Alors, ça aide à avaler un peu la pilule. Oui, Michel David, sur sa remarque sur qui décide, il faut dire qu'on en parlait avant, puis depuis quelque temps, puis c'est pas juste nous, juste avant, mais les gens disaient, bon, bien, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est la santé publique? Là, ça l'a agacé. Il dit, arrêtez de me casser les oreilles avec ça. C'est moi qui décide à la fin de la journée, là. Oui, je comprends que ça puisse l'avoir agacé, mais il est le responsable de cet agacement-là. La dernière fois, on l'a tous entendu, là, c'est la santé publique qui avait changé d'idée et il s'était conformé à ce revirement-là. Alors là, qu'est-ce que vous voulez? On a cru ce qu'il a dit. Là, il nous dit, ben non, c'est moi qui décide. Puis c'est vrai que par moment, on se souvient de l'épisode des restaurants, là, à l'automne, où la santé publique avait dit, ben c'est pas nécessaire de les fermer. M. Legault a dit, non, non, je veux les fermer. Alors, il faut voir comment ça se passe, ces réunions-là. Là. Est-ce que c'est la santé publique qui arrive et dit « Voici notre recommandation, on voudrait que vous fassiez ceci » ou si c'est M. Legault qui dit « Moi, je pense faire ceci, qu'est-ce que vous en pensez? » Alors, c'est peut-être pas aussi net que ça, là. Je recommande, moi, je décide. Mais ultimement, tout le monde s'entend, c'est le premier ministre qui est élu et c'est lui qui doit prendre des décisions et surtout les défendre. Et sur le couvre-feu, je pense qu'il a même dit, sans nommer le couvre-feu, mais il a dit... des décisions aujourd'hui, c'est pas. Il y en a que c'est moi, là. Une partie des décisions, ça vient de moi. Bon, bien malin celui qui serait dans sa tête, là, mais je pense qu'il pensait au couvre-feu, Sébastien, quand il disait ça, là. Oui, probablement. Bien, il y en a deux décisions. Ça fait on a une chance sur deux de l'avoir, dans le fond. Là. Mais en effet, probablement que le couvre-feu, parce que c'est celle qu'on attendait le moins dans les décisions d'aujourd'hui, c'est celle qui surprend le plus. Et ça pourrait bien être François Legault qui a dit, ben là, on va appliquer le couvre-feu. C'est un pari sur l'avenir. C'est pas sur des faits, là. C'est un pari sur l'avenir. Exact. Sur le couvre-feu, Patrice, si vous permettez, moi, dans la comparaison qu'il a fait avec l'Ontario en disant, bon, on a des mesures plus sévères, mais il a dit, ici, on a un couvre-feu, mais on a des écoles ouvertes. Et j'ai l'impression que dans l'esprit de M. Legault, le couvre-feu, c'est une façon de lui permettre de garder les écoles ouvertes jusqu'au mois de juin. Et on le sait, là, pour M. Legault, c'est une obsession de garder les écoles ouvertes. Et je pense que dans son esprit, le couvre-feu, c'est important pour ça. Et bien des gens partagent cette obsession-là. Oui, Christian Dufault. Oui, c'est sa fierté. Moi, je voudrais revenir sur ce que dit Martine tantôt, qui est juste et très important, parce qu'il a exprimé clairement la différence entre le confinement santé physique versus le déconfinement santé psychologique ou mentale. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on sort du sanitaire au sens strict. Une chose qu'il a réussi, je trouve, mardi et aujourd'hui, c'est à casser l'espèce d'obsession, je trouve, de beaucoup de gens au Québec qui reprochent toujours au gouvernement de changer d'idée, puis vous n'êtes pas cohérent. Et je trouve que là, il a réussi à faire passer ce problème à l'effet qu'il y a eu des changements, il va en avoir d'autres, il faut s'ajuster à la situation et que c'est comme ça partout ailleurs. Ouais, il avait envie de dire, allez à Paris pour voir comment ça se passe. C'est ça. Bon, il reste, oh mon Dieu, qu'il ne reste pas de temps. Rapidement, Martine, sur la vaccination, ce que je retiens, moi, c'est que M. Dubé a été impressionné, comme plusieurs, par comment ça s'est passé aujourd'hui, puis que la souplesse, le plus de souplesse, puis venez, puis
Ça va peut-être, c'est peut-être ce qui va s'installer au cours des prochaines semaines au Québec, là. Oui, le gouvernement aurait souhaité une campagne de publicité comme ça, là. Et M. Dubé l'a dit, dans mes rêves les plus fous, j'ai eu ce que je voulais, là. Alors, ça va donner un nouvel élan à la campagne de vaccination et au petit raté qu'il y a eu lors du week-end de Pâques. Merci encore. C'est très apprécié, votre présence à cette émission-là. Les gens l'apprécient, nous le disent, nous l'écrivent. Merci. À la prochaine. Sébastien, je vous retrouve au Téléjournal. Moi, c'est RDI, Économie. Je vais finir par le dire qui suit. Et moi, j'allais dire, je vous retrouve au Téléjournal à 18h. Merci d'avoir été là encore une fois. À tout de suite.